forts comme des fusils. La nuit suédoise lui sourit. Gosta a vu dans le ciel, un disque posé, étrange et clair. Il y a des moments dans la vie où le hasard semble nous guider vers des découvertes inattendues, nous plongeant au cœur de mystères insoupçonnés. C'est précisément ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, lorsque j'ai atterri en Suède dans le cadre d'un voyage effectué par le désir d'évasion d'un ami. Peu de temps auparavant, j'avais été captivé par l'histoire de Gösta Karlsson, un homme qui avait prétendu avoir fait une observation d'OVNI dans la région d'Angelholm en Suède, dont mon voyage m'a permis de nous y arrêter. Mon séjour en Suède allait prendre un tournant inattendu, m'amenant à la découverte d'un groupe d'ufologues suédois et au cœur même de l'histoire mystérieuse de Gösta Karlsson. La rencontre d'un autre monde sur la terre, l'échelle de lumière, un passage éphémère, sous les étoiles froides. Gösta observe un frisson dans l'air. Comment je me suis intéressé au sujet OVNI? À vrai dire, je m'en souviens pas réellement parce que ça remonte à plusieurs années. Ce dont je me souviens en tout cas, c'est que j'étais lycéen et on devait réaliser un exposé afin de s'entraîner pour l'oral du bac français qui se déroulait quelques mois plus tard. Ainsi, le professeur nous avait dit, écoutez, on va faire, vous allez chacun passer pour un exposé d'un quart d'heure, 20 minutes sur un sujet de votre choix. Donc, donc c'était sujet libre et je ne sais pas pourquoi, j'avais choisi comme sujet le crash de Roswell en 1947. Alors, sûrement, je me dis que j'avais dû voir ou lire des documentaires, peut-être un magazine, je l'ignore. En tout cas, peut-être sûrement une vidéo que j'ai dû voir sur ce sujet-là. Et ça m'a de suite intéressé. Et dès que j'ai eu l'occasion de parler de quelque chose qui m'intéressait, dans le cadre de cet exposé à sujet libre, immédiatement, j'ai pas réfléchi longtemps. Quand on sait que quand on choisit quand on doit faire un choix de sujet, souvent c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui nous plaît, on ne sait pas sur quoi traiter, on ne sait pas, enfin bref. Moi j'ai de suite trouvé. À peine en 5 minutes de réflexion, j'ai dit je sais, je vais parler du crash de Roswell. Et aussi étonnant soit-il, à la fin de mon oral, de mon exposé, la prof m'avait félicité, m'avait félicité sur la forme, je m'étais bien exprimé, j'avais suivi les consignes en termes de réalisation d'un exposé. Donc elle m'a pas félicité sur le sujet en tant que tel, bien qu'elle m'ait dit que c'était un sujet insolite, mais après tout, pourquoi pas? Surtout pour un lycéen de 17-18 ans, ça devait pas être assez commun de voir des élèves s'intéresser à des sujets comme ça. En général, à cet âge-là, on s'intéresse à autre chose, jeux vidéo, je sais pas, voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, c'est la seule chose que je me souviens, ça remonte en tout cas au lycée, en tout cas. Voilà, visiblement, ça remonte au lycée, mon intérêt pour les ovnis. Et après, évidemment, j'ai eu une pause au moment de mes études supérieures. Je m'y intéressais un petit peu moins. J'avais la tête ailleurs, notamment mes examens, mes oraux, mon mémoire par la suite. Donc j'ai mis comme une pause. Je devais sans doute m'y intéresser un peu de temps à autre et y jeter un coup d'œil, mais de mémoire, je pense avoir fait une pause durant mes études supérieures. Et cet intérêt pour le sujet OVNI est revenu à la fin de mes études. 2-3 ans après la fin de mes études, je recommençais à visionner des conférences sur l'ufologie, sur des observations, des témoignages de personnes, et de fil en aiguille, j'ai 34 ans et j'en arrive à être intéressé par ce sujet. Je dirais pas passionné, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus passionnés que moi, mais en tout cas, j'ai un fort intérêt dans ce sujet-là. Et parmi tant d'autres, parce que je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit. Donc voilà, je pourrais dire que ça a commencé au lycée par un déclic dont j'ai pas vraiment de souvenir. J'ai eu une pause durant mes études supérieures sur ce sujet-là. Et puis l'intérêt est revenu
quelques années après la fin de mes études, et j'en suis là où j'en suis maintenant. Bienvenue à Ängelholm, une charmante ville située dans le sud de la Suède, au cœur de la Scanie. Fondée en 1516 par le roi Christian II de Danemark, Ängelholm est connue pour son riche patrimoine historique et culturel. La ville offre une combinaison unique de paysages urbains pittoresques et de magnifiques espaces naturels. Ängelholm est également célèbre pour ses belles plages le long de la côte, parfaites pour la baignade et les promenades estivales. Le centre-ville, avec ses rues pavées et ses boutiques locales, invite à la découverte et à la détente. À quelques pas du centre, se trouve la forêt de Kronoskogen, un écrin de verdure prisé pour les activités de plein air telles que la randonnée, le cyclisme et les promenades en pleine nature. Cette forêt de pins est un havre de paix pour les amoureux de la nature et les passionnés de biodiversité. Mais Kronoskogen est également un lieu empreint de mystère. En 1946, Gösta Karlsson, un apiculteur local, affirme avoir observé un vaisseau spatial extraterrestre atterrir dans une clairière de la forêt. Cette observation, l'une des plus célèbres en Suède, continue d'attirer les curieux et les amateurs de phénomènes paranormaux. Ensuite, nous sommes allés voir ce que je voulais voir depuis un moment aussi, depuis que je suis en Suède, le fameux monument OVNI, d'Ängelholm, je crois que ça se prononce comme ça, la localité. Il s'est passé plein de bonnes choses, très très positives, très intéressantes. On y est resté un bon moment, l'autre partie de la journée d'ailleurs. La deuxième partie de la journée, on est resté sur ce site, car on a rencontré des personnes très intéressantes, des Suédois parlant parfaitement anglais, et des passionnés d'ufologie, qui nous ont parlé de l'histoire de ce site de fond en large en travers. Voilà, on est resté au moins 1h30, 2 heures. Alors que nous nous aventurions sur les chemins sinueux de la forêt d'Ängelholm, mon ami et moi apercevons au loin un groupe de 3 personnes discutant passionnément. Intrigué par ma caméra que j'avais en main, une des personnes du groupe nous aborde avec humour, sans savoir que notre destin était sur le point de basculer. Il s'est avéré que ces 3 individus étaient des chercheurs suédois en ufologie, et l'un d'entre eux avait eu le privilège de connaître Gösta Karlsson de son vivant. C'était comme si le hasard lui-même avait conspiré pour nous mener à eux, nous permettant ainsi de plonger profondément dans l'histoire qui m'avait fasciné. Comment j'ai connu cette histoire d'observation OVNI qui s'est déroulée en Suède quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale? C'est très simple en fait. Personnellement, je ne la connaissais pas. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en France, cette histoire suédoise d'Ängelholm n'est pas connue. Il y a très peu de sources trouvables sur Internet. En tout cas, moi, quand j'en avais fait des recherches, certes, par-ci, par-là, il y a quelques petits résumés, quelques textes, mais il y a des observations OVNI qui sont beaucoup plus documentées en France, sur des cas qui sont passés à l'étranger, que le cas d'Ängelholm. Ça, c'est sûr. Ce cas suédois, pour moi, était complètement inconnu. Et c'est au hasard de mes explorations sur Internet, en fait, que j'ai vu une vidéo qui traitait d'une observation OVNI qui semblait être assez spéciale et assez impressionnante, observée par un certain Gösta Karlsson. Bon, ça m'a intrigué. La miniature représentait une illustration qu'on voit dans ma première vidéo que j'ai réalisée de cet OVNI avec ce dôme là. Et je dis bon, on va regarder, ça traite des OVNIs, j'ai mis ça, allons-y.
Et c'était une histoire passionnante. Alors j'ai découvert cette histoire sur un canal YouTube hein, d'une personne qui fait des sujets un peu sur tout, hein, sur tout ce qui est mystère, ésotérisme et ovni. Et cette histoire m'avait intéressé de par le contenu, de par l'histoire de Gösta Karlsson, de par son observation et surtout par le fait que cette observation s'est concrétisée par la construction de ce monument-là, physique, dans ce pays. Et c'est une des choses que je n'avais jamais vues. Parce qu'en général, dans les cas d'OVNI, même à Roswell, on sait où ça se passe. Mais une fois que le temps a fait son œuvre, il ne reste plus rien. Là, je pense que si on retourne dans la ferme du monsieur où il s'est écrasé cet OVNI en 1947 à Roswell, à l'heure qu'il est, on n'y retrouve plus rien. À part dans la ville de Roswell où effectivement des panneaux, etc. ont été installés pour marquer l'événement, mais je veux dire des traces historiques, quelque chose qui a été fait pour marquer ce genre d'événement. Non, à ma connaissance, c'était le seul endroit au monde où un monument OVNI a été créé. Donc déjà ça m'avait beaucoup intéressé. Par la suite, j'ai fait de mon côté quelques recherches. C'est de là que j'ai pu voir qu'effectivement il y avait très peu de sources documentées en français, mais beaucoup en suédois, forcément. Parce qu'il faut savoir, et ça je l'ai appris par la suite, que c'est un cas école là-bas en Suède. Voilà, il y a beaucoup d'ufologues qui s'y sont penchés. C'est le cas OVNI le plus connu en Suède, le cas d'Angel Holm et de Monsieur Gösta Karlsson. Mais dans le reste du monde, c'est très peu connu visiblement. Et voilà, donc j'ai fait des recherches parce que ça m'intéressait. J'ai trouvé quelques sources par-ci par-là, vraiment pas beaucoup. Et puis voilà, j'avais un petit peu mis ça de côté. Je m'étais dit, je vais sûrement l'évoquer dans une petite vidéo pour mon canal YouTube, mais sans plus quoi. Voilà, je l'avais mis un peu de côté. Et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, avec mon ami, avec qui j'avais prévu un voyage en 2023, à la fin de l'été 2023, finalement, on devait aller en Écosse, mais pour diverses raisons qui ont fait que finalement l'Écosse, la destination a été annulée, notamment par le fait que je n'avais pas de passeport. Donc pour aller au Royaume-Uni maintenant, c'est plus possible. Par conséquent, j'avais dit à mon collègue, écoute, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé à ce détail-là, mais l'Écosse, c'est pas possible, j'ai pas mon passeport. Donc le voyage, il est soit annulé, soit on trouve une autre destination. Et c'est là que mon ami m'a dit, écoute, tant pis pour l'Écosse, on verra une prochaine fois, mais j'ai envie de faire ce voyage en fin d'été comme c'était prévu. Du coup, il y a une autre destination qui m'a toujours plu et dont je ne suis jamais allé, c'était la Suède. Alors j'ai fait ça, déjà, premier heureux hasard. Il y a quelques jours, quelques semaines en arrière, je vois un cas OVNI qui se déroule en Suède et on part en Suède. Bon, mais rien non plus de transcendant parce que la Suède c'est quand même assez grand. De mémoire, je crois que c'est le 5e pays le plus étendu de l'Union européenne. Donc bon, le pays certes c'était un hasard, mais pour moi ça restait un hasard. Voilà, ça n'allait pas plus loin. Mais par curiosité, quand il m'avait demandé, mon ami, donc si j'avais des propositions, de suggestions d'arrêts qu'on pouvait faire pour visiter, parce que lui, il avait déjà établi un planning, mais il m'avait demandé mon avis, pardon. Mon ami m'avait demandé mon avis, voilà. Et par conséquent, j'ai réfléchi, je me suis dit, tiens, je vais voir où se situe exactement la ville d'Ängelholm, en Suède, mais sans réellement y croire. Je me suis dit, c'est probablement dans le centre de la Suède ou tout au nord, au-dessus de Stockholm, et que de toute façon, on ne pourra pas y aller parce que le voyage, c'était uniquement un petit road trip dans le sud de la Suède, d'est en ouest, et qu'on n'allait pas plus loin. Voilà, à un moment donné, il était envisagé effectivement de faire un petit tour à Stockholm, mais vu la distance, etc., et vu les jours qu'on avait, on n'avait que 8 jours, c'était pas possible au final. Donc, on allait se contenter que du sud de la Suède. Mais bon, par curiosité, je me suis dit, je vais quand même regarder où se situe cette ville. Et là, deuxième heureux hasard, il s'avère que cette ville se situe déjà dans le sud de la Suède, mais en plus, après avoir demandé confirmation à mon ami, c'était pile poil dans la zone où on devait passer. Parce qu'il voulait visiter un château, je ne sais plus ce qu'il y avait dans les alentours, et donc on passait à côté d'Ängelholm. Donc je me suis dit, écoute, ça va être un peu une proposition particulière que je vais te faire, mais voilà, dans cette zone, il y a eu une observation OVNI après la Seconde Guerre mondiale.
C'est un cas OVNI qui semble être très connu en Suède, qui moi, du peu que j'en ai eu, m'a beaucoup intéressé. Si ça te dérange pas, qu'on y fasse un petit arrêt, alors je lui dis, c'est pas grand chose, hein, c'est un petit monument en béton, perdu dans une clairière, on fait le tour en 5 minutes. Voilà, moi de base, c'était juste y aller pour 5 minutes, filmer, et puis au revoir, quoi. Et il me dit, ok, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est original, donc allons-y. Ça ne pose pas de problème, je mets ça dans le planning, et on fera donc cet arrêt à Ängelholm. Je dis, bah c'est nickel. Là, soudainement, il y a eu un alignement de planètes. Là, je partais d'un sujet au hasard trouvé, au hasard recommandé sur Internet, de manière totalement aléatoire. L'histoire m'intéresse. C'est dans un pays qui, au final, je vais visiter, alors que c'était pas prévu. Il y a encore quelques semaines en arrière, c'était pas prévu. Je devais aller en Écosse, comme je vous disais. Et je me retrouve donc avec une visite du site d'Ängelholm, marquée sur le trajet de notre voyage. Voilà. Donc c'est une succession de hasards, mais je pense qu'à un moment donné, il n'y a plus de hasard. Quand plein de petites coïncidences comme ça s'enchaînent, à un moment donné, on ne peut plus parler de coïncidence, c'est que c'était tracé. Voilà. C'est que je devais aller voir mon premier site OVNI. Voilà, avoir ma première expérience en tant que, pas en tant qu'ufologue, mais ma première expérience, voilà, dans le monde de l'ufologie de manière concrète. Parce qu'effectivement, comme beaucoup d'autres sujets, c'est souvent des recherches à travers Internet, parfois par des ouvrages qu'on achète ou qu'on peut trouver dans mes bibliothèques, mais le terrain, c'est très rare. Pour différentes raisons, voilà, c'est trop loin, pas les moyens financiers, pas de moyens de transport, enfin, c'est compliqué souvent de se rendre sur le terrain. Alors que c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est mieux, comme on dit, notamment durant mes études de sociologie, ce qu'on nous a dit, hein, c'est de la pratique, mais le terrain c'est mieux. Et donc c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup grâce à Internet, on a accès à un catalogue ouvert sur le monde entier, mais au final, on fait que très peu de terrain, et le terrain, c'est quand même très important pour moi, même pour n'importe qui d'ailleurs, qui sont intéressés par ce genre de sujet. Donc, je me disais que c'était plus du hasard à ce train-là, mais c'était vraiment voulu. Voilà, alors, voulu par qui, par quoi, je n'en sais rien, c'est pas le sujet, mais là, on peut clairement dire que c'était tracé, quoi, voilà. Et oui, salut à tous, vous ne rêvez pas, ça y est, je suis enfin arrivé sur le lieu d'UFO. Pour moi, je n'ai pas fait beaucoup, c'est le premier que je fais, mais fantastique. Voilà, on est en Suède, on est sur le site d'observation OVNI. On est tombé sur un charmant groupe un monsieur très charmant, accompagné aussi d'un autre monsieur. Qui nous accompagne, qui nous a expliqué l'histoire comme vous avez pu le voir depuis le début. Et là on est sur le site, et voilà, moi je suis comme un enfant là, comme je lui disais traduire à mon ami, et c'est génial. En plus tomber sur des passionnés, sur d'autres passionnés, franchement c'était inespéré. Tout en nous dirigeant vers le site de l'observation d'OVNI, Mikael Karlsson, un des chercheurs du groupe, nous a raconté l'histoire de Gösta Karlsson de manière captivante et détaillée. Il nous a décrit comment, des décennies auparavant, Gösta avait été témoin d'un objet volant non identifié évoluant dans le ciel étoilé de cette même région. Son récit était imprégné de mystère et d'émotion. Et il avait clairement laissé une empreinte indélébile sur la vie de Gösta Karlsson. Sur le chemin qui nous menait vers le monument OVNI, Mikael Karlsson continue son témoignage, dont voici un résumé que je vous propose pour plus de facilité de compréhension. Gösta Karlsson, a rencontré un objet étrange près de la mer, avec une lumière inhabituelle de couleur rouge. Le vaisseau est apparu, a déployé une antenne, puis a décollé rapidement. Par la suite,
Gösta Karlsson a eu des rêves où l'équipage de cet engin lui ont expliqué qu'ils avaient dû atterrir sur Terre à cause d'un accident spatial. Ils, les extraterrestres, avaient initialement prévu d'enterrer des membres d'équipage décédés ici, mais ils ont changé d'avis pour éviter d'introduire des bactéries terrestres. Plus tard, Gösta Karlsson fait fortune en produisant un médicament à base de pollen de fleurs. Il a également contribué à faire prospérer un club de hockey sur glace à Ängelholm en Suède. On n'est pas rentré dans Ängelholm, parce qu'il faut savoir que le site d'observation est situé dans une forêt à proximité de la ville, dans une clairière. Donc du coup, on a pénétré dans la clairière. C'était une zone forestière qui était assez connue parce qu'il y avait un parking aménagé, il y avait des toilettes publiques. Donc c'était un lieu qui était connu, parce qu'il faut savoir également qu'en traversant cette forêt sur quelques kilomètres, au bout, il y a une plage. Donc c'est ce qui fait qu'il y ait du monde aussi. Donc il y a la plage et il y a aussi donc ce petit monument ufologique. Et donc c'est un site touristique. Et donc je pense qu'il a vu qu'on n'était pas venu ici au hasard comme la plupart des gens, parce que il y a d'autres personnes qui visitaient le site là, le petit monument ufologique, parce que fatalement c'était sur le chemin pour aller à la plage. Donc ils passaient devant, ils faisaient un petit tour, puis ils repartaient, ils continuaient leur chemin en fait. C'était très rare les gens qui prenaient des photos, qui filmaient. Prendre des photos, j'ai pu en avoir quelques-uns, mais filmer, je n'ai pas vu aucun. Well, he actually went quiet for a long time. Ah, okay. He didn't want to speak about this event until 1972. Wow. Yeah, a long time. And then he actually became that rich that he could build this monument, a kind of a model of the craft, in the scale 1 to 10. Okay. And there are actually marks in the ground from the craft, and they have put some cement on those. Le monument de Gösta Karlsson représente une soucoupe volante ayant atterri dans une clairière à la périphérie d'Ängelholm en Suède, attire des centaines de touristes chaque année. L'une des personnes impliquées dans la fabrication des anneaux et de la soucoupe volante est Kaj Nilsson. En 1972, il avait 21 ans et ne savait pas quel genre de choses devait être fabriqué sur le site. Nous avons commencé à fabriquer dans le garage du maître d'œuvre Niels N, et à la fin, cela est devenu une soucoupe. Mais à ce moment-là, nous avions déjà coulé les fondations et le prétendu jet de turbines externes et internes dans la forêt. Et c'est Niels N qui a écrit le texte qui est maintenant visible dans le béton. Il était ami avec Gösta Karlsson, précise-t-il. Un anneau était clairement visible, les autres nous avons dû les réparer, dit-il. Une autre partie énigmatique de la construction du vaisseau sont les orifices de la turbine en forme de grille visibles sur la réplique moulée qui se trouve aujourd'hui dans la clairière. C'est par ces longues grilles étroites que la puissance des turbines s'échappait. Et c'est aussi cela qui aurait créé les anneaux qu'on appelle aujourd'hui le faisceau de turbines intérieur et extérieur autour du monument dans la clairière. La question est de savoir comment ces grilles, qui allaient du bord extérieur de l'engin en forme de disque jusqu'à sa base, ont pu laisser des anneaux nettement définis sur le sol. En fait, elles auraient dû laisser une marque de brûlure en forme de grille ou peut-être une empreinte diffuse dans l'herbe. Dans l'ensemble, le vaisseau est tiré d'une fantaisie des années 1950, mélangée au récit d'observation d'objets volants non identifiés qui étaient courants à l'époque. Au lieu de pointer vers l'avenir, Gösta Karlsson affirmait que les créatures venaient d'une civilisation qui était 2000 ans plus avancée que la nôtre. Tout indique au contraire le présent de Gösta Karlsson.
Michael Carlson poursuit son long témoignage, dont voici une restitution. Pendant longtemps, Gösta Karlsson est resté silencieux et n'a pas voulu parler de cet événement jusqu'en 1972. Entre-temps, il est devenu très riche, ce qui lui a permis de construire un monument qui représente une maquette de l'engin spatial à l'échelle 1/10, avec des marques au sol indiquant l'emplacement de l'engin. Ces marques ont été remplies de ciment. Vous pourrez bientôt voir l'engin tel qu'il a été décrit, ainsi que les marques au sol. Et puis on arrive enfin au lieu qui se voit au loin. Je vois à 100 mètres ou allez, 50 mètres avant d'arriver sur le site, je vois le haut de la soucoupe volante en béton. Et là, je commence à devenir de plus en plus impatient. Et là, notre invité surprise, notre ufologue, nous dit « On arrive bientôt ». Et là, je cadre sur le chemin et sur le sommet donc, du vaisseau spatial en béton, du petit vaisseau spatial en béton. J'arrive et là, il nous dit « Voilà, nous y sommes ». Et là, je vois cette clairière se dégager, cette soucoupe volante au milieu, avec ces immenses ronds en ciment, qui représentent donc l'assise du vaisseau à l'échelle et le dôme que Gösta Karlsson aurait aperçu. Et là, je me dis, j'y suis. Ça y est. Je suis enfin sur le terrain ufologique. Je suis sur le terrain. Ça y est. Mon premier terrain. Et ça fait quelque chose d'assez particulier parce que 3 semaines avant, je voyais des photos de cet endroit-là, mais c'était des photos, des vidéos, des photos. Voilà, c'est bien, mais voilà, c'est toujours mieux et toujours intéressant de se rendre sur place, comme je disais. Et là, j'y étais vraiment. Et en plus, dans un pays étranger. Parce que ça aurait pu être en France, hein, ça aurait été tout autant pour moi intéressant. Et de savoir que c'était dans un pays étranger, un cas qui était connu et ultra connu dans ce pays-là, et même un petit peu dans le monde, mais pas trop quand même, mais un petit peu. Et là, j'y étais. Donc là, première sensation, tout en continuant à filmer et à cadrer, je suis émerveillé. D'ailleurs, je le dis à mon ami qui le traduise à monsieur Karlsson. Hein. Pas Gösta, ils n'ont pas de lien de parenté. Karlsson, c'est un nom de famille en Suède qui est très répandu. Et je lui dis donc à mon ami, traduis ça à Michael Karlsson. Dis-lui que je suis comme un enfant là, émerveillé. Donc il lui dit, il rigole, tous les deux rigolent et tout, et moi je filme. J'étais complètement ailleurs, j'étais omnibulé, il n'y avait plus rien qui existait. J'étais dans une bulle, dans un nuage, moi, ma caméra et ce monument ovni. Il y a cette histoire d'extraterrestres, donc, parce qu'en fait, il faut savoir que Gösta Karlsson nous a expliqué que les ovnis, par la suite, enfin les extraterrestres, lui ont parlé par télépathie et ils lui ont expliqué qu'ils sont atterris sur Terre car ils ont eu une avarie sur leur vaisseau et que pour faire les réparations nécessaires, ils se sont posés en catastrophe sur Terre. Et malheureusement, il faut savoir que un de leurs compagnons était décédé durant le crash et qu'ils avaient décidé donc de l'enterrer sur Terre. À 20 mètres du lieu où ils ont atterri, ils avaient commencé à creuser un trou, puis ils se sont rétractés car ils ne voulaient pas risquer d'importer des virus et des bactéries de leur planète sur Terre. Et donc ils auraient annulé l'enterrement. Et là, et c'est là que visiblement il y aurait une incohérence, parce que ils ne voulaient pas risquer de contaminer l'atmosphère de la Terre avec des éventuels virus ou bactéries qu'ils auraient pu importer. Mais ils avaient quand même transporté le corps sur 20 à 30 mètres. Parce qu'il faut savoir que la fosse qu'ils avaient commencé à creuser n'était pas vraiment à côté de leur vaisseau. Ils n'ont pas creusé ça à côté. Ils ont creusé un petit peu plus loin dans la clairière, à 20-30 mètres du lieu où ils ont atterri. Et d'ailleurs, on y voit actuellement encore, et je l'ai vu,
On voit le lieu donc où ils avaient commencé à enterrer, ils avaient creusé. Maintenant, c'est une fosse. On voit que la terre s'est un peu enfoncée. Et encore, on nous a dit que c'était encore un petit peu plus profond, mais avec les années, etc. Bon, il y a de la terre qui est retombée. Ben, bref. En tout cas, on voit un fossé maintenant avec un panneau indicateur qui dit que c'est là que les êtres venus d'ailleurs avaient voulu enterrer leurs compagnons décédés. Et donc, l'incohérence, c'est que s'ils savaient déjà qu'ils ne voulaient pas risquer d'importer un risque sanitaire sur Terre, pourquoi avoir pris le risque de déplacer ce corps sans aucune protection sur 30 mètres? Puis, finalement, se dire non, c'est une mauvaise idée, on le reprend et le ramène au vaisseau. C'est vrai qu'il y a certaines petites incohérences comme ça dans le roman de Gösta Karlsson. Après avoir passé plusieurs minutes sur le site du monument, Michael Karlsson nous emmène un peu plus loin dans la clairière et nous montre des panneaux explicatifs. Il précise que, d'après Gösta Karlsson, les êtres spatiaux ont emmené les 2 corps de leur équipage décédés à cet endroit pour les enterrer. Cependant, pour des raisons plus ou moins inconnues, ils ont finalement décidé de ramener les corps dans leur vaisseau et de les ramener chez eux. À environ 10 mètres de la clairière elle-même, il y a un panneau marquant l'endroit où Gösta Karlsson aurait affirmé que les visiteurs avaient prévu d'enterrer les membres de l'équipage qui auraient été tués dans l'accident. L'accident qui a poussé le commandant à choisir de faire un atterrissage d'urgence dans la clairière. Il y a maintenant un trou qui renforce l'impression d'une tombe creusée. Mais lorsque j'ai vu le site pour la première fois, il n'y avait qu'une petite dépression. Et le propriétaire du terrain, Stefan von Geyer, a témoigné que des dépressions similaires étaient courantes dans la région parce que les militaires l'ont utilisé pendant un certain nombre d'années et ont alors creusé sur le site. Il est très incertain que la tombe qui est désignée aujourd'hui soit vraiment telle. Le fait que les membres d'équipage morts n'aient jamais été enterrés sur Terre serait dû à la préoccupation du commandant qu'ils puissent apporter une sorte de bactérie inconnue avec eux. En même temps, il n'a pas hésité à laisser l'équipage déposer 2 tasses de liquide organique sur le sol, avec la canne endommagée et une bague en or. Il y a beaucoup de points d'interrogation entourant l'histoire de Gösta Karlsson. Here they were digging this room. This. Okay. I think it was too hard, so they decided to take the body with them back home. Okay. Yeah. And they didn't want the germs. No. Like you said. But that's strange. They actually left the craft walking through the forest, putting the bodies here, and then deciding, well, it's not a good idea. That's very strange, because why did they do all that strange behavior? Yes. Maybe they plan to put in Sweden a lot of germs or what else? Yeah, bacteria. that was what they were afraid of. Oh? Yeah. But they were actually breaking, I think, branches from the tree and putting in the bottom and then adding the bodies. And then, well, it's not a good idea. And so they left this pit and went back to the craft. Yeah. It's like just a it had been, well, before it was actually a little bit deeper. Yeah. But during the years, of course, people are walking around and the sand is coming down in the pit. Okay. Wow. Puis il y avait également Monsieur Matt Nilsson et sa femme qui apportaient des précisions également. Mais eux, ils étaient un petit peu comme moi. Ils étaient comme des enfants parce qu'il faut savoir donc que cet ufologue, Monsieur Nilsson, un grand ufologue suédois qui a fait beaucoup de recherches et qui a rencontré aussi l'immense ufologue Alan Hynek. Et donc, il était comment en fait? C'était la première fois qu'il se rendait sur site.
Il était suédois, mais il vivait à Stockholm. Il ne s'était jamais rendu sur l'endroit-là. Alors qu'il avait fait des années de recherche sur cette histoire de Gösta Karlsson, parmi d'autres sujets, mais c'était un de ses sujets de prédilection. Et lui, comme moi, on était comme des enfants. On se faisait prendre en photo, moi je filmais. Il faut savoir qu'il aurait ramassé des objets le lendemain aux alentours du site d'observation. Et c'est avéré que quelques objets qu'il présentait comme authentiques, c'est lui qui les aurait fait de sa main. Alors peut-être qu'à un moment donné, il a vu ces objets, qu'il les a perdus, ou que tout simplement il les avait vus dans les mains de ces ovnis, et qu'il a voulu les refaire de ses propres mains pour montrer ce qu'il avait vu. Donc en faire une copie, quoi, c'était pas inventé, c'était simplement une copie d'un objet, comme on fait une copie d'un tableau connu. Hein. Le tableau existe, mais c'est une copie, donc c'est un faux, mais le tableau existe. Donc soit c'était dans cette optique-là, soit pour une raison, pour apporter un peu plus de faits un peu plus tangibles à son histoire et apporter un peu plus d'effets romanesques à son histoire, il a fait ces objets. Voilà. Donc il y a des objets qui seraient faux, qui auraient été qui auraient été faits par ses mains. D'autres qui ont été vus derrière une vitrine, puis qui ont disparu. Voilà, on n'a jamais su ce qu'ils sont devenus. Ça serait entre les mains de sa fille qui partait en Suisse, mais sa fille ne veut plus en parler. Bref, voilà, donc ça c'est un des exemples de détails qui ne va pas. Gösta Karlsson n'a pas seulement assisté à cette apparition ovni. Il aurait également réussi à emporter des objets utilisés par les êtres spatiaux. Le matin du 19 mai 1946, Gösta Karlsson retourna à la clairière, où il découvrit une bague en or, une canne et une paire de tasses. Il prétendit que ces dernières contenaient un liquide jaune pâle et parfumé. Cependant, elles auraient été détruites lors d'un incendie en 1952. Plusieurs années plus tard, en octobre 2003, un ami proche de Gösta Karlsson révéla dans un livre que les tasses n'avaient pas été détruites et n'avaient probablement jamais été stockées dans l'entrepôt. Selon cet ami de Gösta, ce dernier l'a rencontré avec un sac en papier à la main et lui a raconté son observation d'un engin extraterrestre dans une clairière près d'Ängelholm. Gösta a alors ouvert le sac et en a sorti divers objets, notamment une canne et une paire de tasses, en affirmant que ces objets appartenaient aux êtres venus d'ailleurs. Sceptique, l'ami de Gösta a néanmoins accepté de réaliser les croquis demandés par Gösta, qu'il viendrait récupérer le lendemain. L'histoire de Gösta Karlsson et de ces objets mystérieux soulève de nombreuses questions. S'agit-il des originaux de 1946 que son ami a vus et dessinés ou de répliques fabriquées par Gösta lui-même? Les originaux ont-ils brûlé en 1952 ou Gösta les avait-il placés ailleurs avec la canne et l'anneau? L'énigme demeure à ce jour toujours insoluble. Unfortunately, we will never find out the truth about this story. Yeah. And these objects that he had, actually, he was telling us, UFO Sweden, that when I die, you're gonna have these objects from me, so you can have them for the rest, well, to explain the story and show off these. But they are never found. Yeah. And he didn't give them to us. Okay. So they are actually gone. We don't know where they are. Oh, he kept the object and you don't know. We don't know where they are. He had a daughter who actually left from Sweden. I think she lives in Switzerland. I don't really know. Yeah, but she left and she didn't want to talk about this. Okay. She just no, I don't want to speak about it. And maybe she's having these objects, but she don't want to give them to us, okay. And she don't want to talk about it anymore. Okay.
Selon les deux ufologues, Gösta Karlsson avait promis de céder ces objets aux ufologues suédois à sa mort, dans l'optique d'illustrer son récit, mais ils n'ont jamais été retrouvés. Cependant, la fille de Gösta Karlsson, qui vit maintenant en Suisse, ne s'est jamais exprimée à ce sujet. Possède-t-elle les objets? Si tel est le cas, elle ne semble pas disposée à s'en séparer. Néanmoins, Michael Karlsson nous a raconté une anecdote à ce sujet. Well, during '96, when we had a big meeting here, he actually had these objects and showing them in a monter, and 2 guards were standing and protecting them, so nobody was trying to steal them. Armed. Yeah. But after that, we never saw them again. These objects, they are gone. Et donc, une fois que j'ai fini de faire le tour, c'est là que je prends une conversation. Alors là encore au hasard, en fait, il avait fini d'expliquer certaines choses. Il revenait sur l'histoire vraiment, en fait. Et là, il revenait sur sa vie à lui personnelle, en tant qu'ufologue, pourquoi il s'y était intéressé aussi à ce sujet-là. Et c'est là qu'il commençait à expliquer à mon ami qu'il avait été déjà témoin de nombreuses observations ovnis et que de fil en aiguille, cela l'a intrigué et que donc il est tombé là-dedans aussi, comme moi je vous expliquais précédemment dans ce documentaire. Au détour de la conversation, Michael Karlsson nous apprend qu'il a été lui-même témoin de l'observation ovni des années plus tôt. Voici son témoignage. J'ai essayé de découvrir ce que j'avais vu. J'ai contacté diverses sources militaires pour obtenir des informations radar. Mais elles n'avaient rien d'anormal à signaler. Il y avait même une base aérienne militaire à proximité, mais ils n'avaient effectué aucun vol à l'heure de l'observation. Après avoir cherché partout, je n'ai pas obtenu de réponse, seulement plus de questions. Je n'ai pas vu d'engin, seulement 3 lumières jaunes assez faibles qui semblent les connecter ensemble, ne volant pas indépendamment. Je pensais qu'elles étaient sur le même engin, mais il était silencieux, se déplaçait lentement à faible altitude, à environ 50 mètres du sol, à une courte distance de ma voiture. Cela m'a intrigué et a déclenché ma quête pour en savoir plus. Refermant la parenthèse, Michael Karlsson revient sur l'observation ovni d'Ängelholm. Je le cite. Plus tard, j'ai lu davantage sur cette histoire, notamment les récits de cet homme qui avait visité le site en 1972. Il est devenu célèbre pour ses peintures et ses articles sur le sujet. Un groupe d'ufologues a mené des enquêtes, mais n'a pas trouvé de preuves solides. En effet, ils nous ont noté que les marques au sol n'étaient pas parfaites, suggérant des incohérences dans le récit initial. Malheureusement, la vérité sur cette histoire reste un mystère. D'autant plus que les objets que cet homme, en l'occurrence Gösta Karlsson, prétendait laisser après sa mort n'ont jamais été retrouvés. Sa fille, qui a quitté la Suède pour la Suisse, détient peut-être des réponses, mais elles demeurent introuvables. Wow. And he has actually met J. Allen Hynek, who is a well-known UFO person from USA, who was actually the person who was doing the investigation of Project Blue Book in USA. Yes. And Mats had met him twice. One in London and the second time in Norway, when they were doing the Project Hessdalen. And so Mats was in Hessdalen in the 80s with J. Allen Hynek.
Monsieur Carlson, à un moment donné, et Monsieur Nilsson discutent entre eux sur des détails amusants et sur certaines anecdotes de cette histoire. Et Monsieur Carlson demande à Monsieur Nilsson s'il veut pas témoigner aussi devant ma caméra sur sa rencontre avec Monsieur Alan Hynek. Parce qu'il faut savoir que sur le chemin, en arrivant sur site, à un moment donné, alors qu'on attendait Monsieur Nilsson, qui voilà, comme je l'avais dit, il avait un problème de hanche à ce moment-là, il se déplaçait très lentement, donc parfois on faisait des pauses pour l'attendre. Et Monsieur Carlson nous avait dit à mon ami à moi, c'est un grand ufologue, un grand chercheur, et il a rencontré l'ufologue américain Alan Hynek, qui avait travaillé sur le projet Blue Book. Et donc là, c'était pas prévu non plus, il demande à son ami de témoigner un peu sur sa rencontre avec Alan Hynek. Voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu également ce témoignage-là. J'avais un ami de Gutenberg qui a invité Alan Hynek à se joindre à nous. Nous ne savions rien à ce sujet et puis il m'a appelé et il a dit « Tu sais, j'ai un ami ici avec qui tu pourrais peut-être parler. » J'ai demandé qui est-ce. C'est Alan Hynek. J'ai répondu « Tu plaisantes maintenant. » Je lui ai donné le téléphone et c'était vraiment Alan Hynek. Et nous parlons beaucoup d'OVNI et d'OVNI, de la Suède et du centre d'études sur les OVNI où il travaillait. Et il m'a dit qu'en 83, je serai à Londres pour une conférence mondiale sur les OVNI. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir. Et cela s'est déroulé précisément en août de l'année 1983 pendant l'été. Donc je suis allé à Londres avec quelques personnes, à la fois de Suède et de Norvège, et nous avons rencontré Hynek et nous avons eu une discussion. Ensuite, nous avions auparavant, quelques années plus tôt, nous avions un contact avec la Norvège. Ils ont eu beaucoup d'observations d'UFO en Norvège et ils ne savaient pas quoi faire. Et ils savent que UFO-Sweden était plutôt expérimenté en matière de choses, alors ils ont demandé de l'aide. Donc nous étions un couple qui commençait à explorer la Norvège depuis un endroit situé à mi-chemin entre la Suède et la Norvège, dans le nord de la Suède. Nous avons pris la décision de débuter le projet Estome dans le nord de la Norvège. Les gens ont vu beaucoup de choses et nous ont dit que ce n'est pas intéressant à la télévision. Nous regardons dehors par la fenêtre. Lors de la conférence à Londres, rien n'était préparé. Nous avons demandé au comité si nous pouvions vous présenter pour Estalin. Ils ont répondu que vous n'étiez pas dans le programme, mais vous pourriez avoir 10 minutes avant le déjeuner. Donc, ils ont accepté notre demande et nous avons eu l'opportunité de vous présenter. Et nous avions un homme de Stockholm et il est un très bon orateur et il a commencé à présenter le projet Test à Londres et il a parlé et parlé et parlé et l'organisation est venue et a arrêté. C'est l'heure du déjeuner. Voulez-vous aller déjeuner ou allez-vous entendre la suite? Tout le monde était assis immobile, alors il est sorti et a dit que les gens dans la cuisine allaient me tuer. Il en parlait. Ensuite, Alan Hynek est monté avec le haut-parleur et a déclaré que c'était très intéressant. Il a également annoncé qu'il allait investir une partie de l'argent de départ, pour le projet en question. Ensuite, il a été lancé. Ensuite, l'année suivante, en 1984, nous avons débuté notre premier projet au mois de février. Il faisait très très froid. C'était en février-mars, avec de la neige et des tempêtes et tout. Nous avons pris un grand nombre de photos et vidéos, frappé à toutes les portes de Estalon, discuté avec les habitants, et cela a été choquant. Le document détaillé sur Estalon était épais et complet,
et nous avons dit que nous devions le faire l'année prochaine également. Et lorsque je rentre chez moi, quand j'allais rentrer chez moi, je pensais que c'était une expérience difficile. Je ne reviendrai jamais ici. Et lorsque je rentre chez moi, je suis obligé de revenir l'année prochaine pour y retourner une fois de plus. Donc, en 1985, nous étions de retour avec une nouvelle équipe et tout à coup, Alan Hynek était présent, faisant partie de l'équipe. Venez en Norvège en portant un bonnet d'hiver très grand et de la fourrure et profitez de notre compagnie pendant une semaine entière dans ce magnifique pays nordique. C'est l'histoire de notre relation avec Alan Hynek. Alors, voilà ce qui s'est réellement passé. Voilà comment ça s'est passé, comment j'ai vécu cette rencontre avec ce groupe d'ufologues extrêmement passionnant, gentil, très intéressant. C'était une expérience pour moi vraiment très importante qui m'a apporté beaucoup de choses en termes d'informations, de savoir, mais également de voir que les ufologues, même si c'est des chercheurs, c'est des humains et ils sont passionnés par leur sujet, passionnants par conséquent, et c'est des rencontres en or. Ce sont des rares rencontres qu'on fait dans notre vie. On en fait quelques-unes. Celle-ci, pour moi, en fait partie maintenant. Et voilà, la rencontre se termine avec ce groupe. Alors, c'est pas des Américains, ce sont des Suédois qui parlent très très bien l'anglais. Et en fait, ils nous ont expliqué toute l'histoire, et c'est génial. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce sont des gens très intéressants, qui savent beaucoup de choses, qui croient à d'autres forces, voilà, peut-être pas que nous on n'y croit pas, enfin moi je crois en tout, je veux bien croire en tout. C'est une chance exceptionnelle d'être tombé sur un groupe professionnel comme ça. C'était comme si le hasard lui-même avait conspiré pour nous mener à eux, nous permettant ainsi de plonger profondément dans l'histoire qui m'avait fasciné. L'incroyable séquence de rencontres fortuites qui nous avait menés ici jusqu'à cette forêt de l'observation avait quelque chose de magique. La coïncidence de notre voyage en Suède, de notre rencontre avec ce groupe d'ufologues passionnés et de notre immersion dans l'histoire de Gösta Karlsson semblait presque prédestinée. C'était comme si l'univers lui-même nous avait dirigés vers ce moment, comme si nous étions destinés à percer ces mystères célestes. En repensant à cette expérience extraordinaire, je ne peux m'empêcher de me demander si le hasard existe vraiment. Peut-être que, parfois, le destin nous guide vers des découvertes que nous ne pourrions jamais imaginer. Peut-être que les mystères de l'univers sont là pour nous rappeler que notre compréhension du monde est toujours incomplète. Alors que nous quittions la forêt d'Ängelholm, cette région suédoise qui était devenue le théâtre de notre propre aventure,
Je me suis senti reconnaissant pour cette rencontre fortuite avec ces chercheurs en ufologie, pour cette immersion dans l'histoire de Gösta Karlsson et pour les mystères du ciel qui continuent de nous défier. La vie est pleine de surprises et parfois, c'est dans l'incertitude que nous trouvons les réponses les plus précieuses. Dans notre quête de vérité, il est important de rester ouvert à l'inattendu, à l'inexpliqué, car c'est là que résident les merveilles les plus profondes de notre existence. Après avoir entendu les témoignages de ces ufologues suédois, et ne l'ayant pas vraiment fait dans ma première vidéo, qui était plus pour moi un reportage comme ça à chaud sur mon expérience, j'avais donné mon avis, mais un petit peu brièvement et de manière synthétique. Et donc, qu'est-ce que j'en pense? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de Monsieur Gösta Karlsson est très connue en Suède, comme je disais, et très documentée par des ufologues du pays. Les ufologues suédois, bien qu'ils soient intéressés sur d'autres sujets, ce sujet-là d'Angelholm est un cas d'école. Et ces ufologues-là, que ce soit Michael Carson ou Matt Henningsen, avaient connu de son vivant Gösta Karlsson, et donc ils l'ont côtoyé, ils ont pu l'interroger sur ce qu'il avait vu, lui demander des informations complémentaires, des détails, des informations. Et de toute cette compilation d'informations qu'ils ont eues, il s'est avéré qu'il y a certains moments, certains détails, certaines informations qu'a dit M. Gösta Karlsson à ces ufologues-là notamment, et après recherche sur le terrain, ils se sont avérés qu'il y a certains passages de l'histoire de M. Gösta Karlsson qui sont au mieux romancés, mais sinon qui ne sont pas inventés, mais qui tout du moins est un petit peu tiré par les cheveux et qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Voilà, entre le témoignage apporté et le terrain, on nous a expliqué en gros qu'il y a certaines incohérences qui se manifestent. Donc voilà, de manière globale, l'histoire, on sait que M. Gösta Karlsson a vu quelque chose d'extraordinaire, ça n'a jamais été remis en cause, à part par de très rares ufologues ou par de très rares chercheurs très fermés d'esprit qui n'ont peut-être même pas fait de terrain, enfin je sais pas, mais à cas que rares exceptions, la plupart des ufologues, que ce soit suédois ou mondiaux, ne contestent pas le fait que M. Gösta Karlsson, en ce mois de mai 1946, ait vu quelque chose d'extraordinaire dans cette forêt pas loin d'Angelholm. Ça n'a pas été remis en cause. Moi, je crois qu'effectivement, comme tout être humain, avec les années, en vieillissant, etc., on peut avoir des éléments qui nous échappent, on a tendance à romancer certains aspects parce qu'on veut toujours garder un intérêt pour les gens, parce que voilà, les gens étaient intéressés par lui, par son histoire, donc peut-être qu'il a voulu dire, voilà, je vais un petit peu enjoliver tout ça pour rendre l'histoire un petit peu plus vendable. Mais ce qui est certain, c'est que je suis persuadé que ce jour-là, M. Gösta Karlsson a été témoin d'une observation extraordinaire dans cette clairière d'Angelholm. On ne peut pas inventer intégralement le récit qu'il a fait. C'est pas possible. Parce qu'il a quand même apporté des descriptions. Il a voulu... Il s'est tu pendant des années. Il faut savoir que pendant plusieurs décennies après son observation, il n'a rien dit à personne. C'est quand il a commencé à être un petit peu plus riche, entre guillemets, dû à ses affaires industrielles à côté, à ses affaires professionnelles, quand il a eu un petit peu plus d'argent, il a érigé ce monument pour projeter son observation.
et le montrer aux autres. Et donc je veux dire, les diamètres qu'il a fait, visiblement, il y avait encore les traces sur le sol, c'est pour ça qu'il les a fait cimenter. Il a décrit le vaisseau spatial avec le périscope au sommet, etc. Enfin, tout ça, on ne peut pas l'inventer intégralement. Ce genre de récit ne peut pas être inventé intégralement. Donc, je suis sûr que M. Gösta Karlsson a vu quelque chose d'extraordinaire. Donc, à titre personnel, je pense qu'effectivement, il y a des incohérences. Et effectivement, peut-être que M. Gösta Karlsson a dû apporter quelques éléments fabriqués de lui-même, comme certains de ces objets mystérieux. Mais l'observation qu'il a faite est réelle. Ça, c'est sûr, parce que sinon, il aurait témoigné les mois suivants. Pourquoi attendre plusieurs décennies avant de parler? C'est que vraiment, il y a quelque chose qui l'a choqué, qui l'a marqué à ce moment-là, vous voyez. Donc, c'est pour ça que moi, à titre personnel, je crois au récit de M. Gösta Karlsson à 90%. Et effectivement, il y a 10% du récit qui est sujet à caution. Voilà. Si cette histoire vous a passionné à travers ce petit documentaire, et peut-être aussi avez-vous déjà vu ma première vidéo sur ce sujet-là, je vous invite donc à vous procurer mon magazine, les récits de l'étrange magazine, avec le dossier spécial sur l'observation de OVNI d'Ängelholm. Alors dedans vous trouverez voilà, des illustrations également, des textes, etc. C'est un complément pour moi, l'écrit est un complément à la vidéo. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Pour moi, la boucle Ängelholm est bouclée. Après la première vidéo reportage l'année dernière, après le magazine, maintenant ce mini-documentaire. Cette histoire me marquera parce que j'ai pu faire du terrain, rencontrer des gens qui ont pu témoigner, qui ont pu rencontrer ce Gösta Karlsson, ce monsieur Gösta Karlsson. Et donc pour moi, ça restera quand même une expérience enrichissante. Marqué dans ma mémoire, et j'espère qu'il ne sera pas la seule. En tout cas, je vous souhaite d'explorer l'inexpliqué, toujours, de vous ouvrir à l'expérience ufologique et puis aussi paranormale, peu importe. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Disque posé, étrange éclair sur des supports comme des fusils. La nuit suédoise lui sourit. À Ängelholm, Gösta a vu dans le ciel, un disque posé, étrange éclair, sur des ports comme des fusils. Gösta, la nuit suédoise lui sourit. À Ängelholm, le vaisseau repose près de la mer, échelle lumineuse vers l'univers. Gösta regarde émerveillé, le dôme brille, les êtres apparaissent, des astronautes vêtus de combinaisons, éclats mystérieux.